فرصة للحضور ينتهين عن الكتاب السعد اليمني برنار روزنبرger, l'histoire du sucre marocain de la Méditerranée à l'Atlantique, 11e, 17e siècle. Et j'aimerais commencer par raconter très brièvement la genèse de ce livre. Il a une histoire, chaque publication elle a une histoire, et son histoire date exactement d'un an, tout simplement. Un an, le 4 décembre l'année dernière, je reçois un email de la part de Bernard Rosenberger. Il dit: bonjour, chers collègues et amis, je me tourne vers vous, encouragé par Mohamed Khalil et Daniel Nordman. Nous voudrions que notre travail soit édité au Maroc, puisqu'il concerne son histoire. Pour vous éclairer, je joins une petite notice en attendant de vous envoyer le texte qu'il faut encore relire et corriger. Ça, c'est donc le 4 décembre 2021. Et le lendemain, le 5 décembre, je réponds: cher ami, bonsoir. Bonsoir, c'était à 21h40. Bonsoir, excellente idée d'éditer un tel ouvrage au Maroc. Quelle coïncidence, je viens de recevoir il y a quelques jours Berthier Fils qui propose de remettre les archives de feu son camp aux archives du Maroc. En principe, je fais bon accueil à l'idée de faire publier ce livre dont j'attends la version finale par les archives du Maroc. Peut-on envisager un sous-titre évoquant nouvelles sources ou archives? Cela rendrait plus cohérent l'implication des archives du Maroc dans un tel projet bien amical. D'où le sous-titre de nouvelles sources. Réponse de Bernard Rosenberger. Cher ami, votre réponse nous fait, parce qu'il parle aussi au nom de Suad, nous fait un grand plaisir, une relecture soigneuse et nécessaire. Elle est en cours. Quand ce sera fait, nous vous enverrons le texte. L'idée du sous-titre Nouvelles sources est très bonne. Voilà un peu la genèse de ce livre, et je me réjouis qu'après une année, presque jour pour jour, le livre est là entre vos mains. Et après cela, je dirais un tout petit mot, mais bien que notre ami soit plus, notre ami Bernard, beaucoup moins notre jeune Saad. Bernard est très connu au Maroc. Tous nous autres, du moins les gens de ma génération et un peu avant, ont connu peut-être le livre de Zelija. Le livre de Zelija, Histoire du Maroc. Il fut l'un des auteurs avec Brignon, Boutaleb, Aziz Amin et Guy Martinet. Donc, en fait, c'est là que j'ai rencontré ce nom illustre pour la première fois. Ça doit dater. Ça doit dater. Et traduit en arabe. Et traduit en arabe entre-temps. Oui. Eh oui, il ne savait pas. Écoutez, il a appris beaucoup de choses. Il apprend ça ici. Traduit en arabe. Il trouve hier, parce qu'on a fait une présentation à Casablanca, que son autre livre, un ensemble d'articles,
a été traduit sans qu'il le sache, ça aussi, les droits d'auteur, en Tunisie. Et on le découvre tout à fait par hasard. Les études sur les épidémies et les pestes. Voilà. Avec la Nutrie. C'était traduit au Surin. Non, aussi. Ah, d'accord. Alors la question, là, ça pose problème, effectivement. Vous êtes auteur de quelque chose, et puis après, vous promenez au boulevard Mohamed V, et vous voyez votre droit qui est filé. C'est problématique. C'est problématique. Des gens qui vous traduisent et qui traduisent votre article sans même demander avoir la moindre. Je dirais, Veiller à l'exactitude de la traduction. ouais. C'est l'auteur seul qui peut. Seul l'auteur. Mais d'abord, il faut une autorisation. Ah, c'est limite qui est le droit d'auteur. Ben, c'est problématique. Donc, je disais que il est téméraire de présenter ici aux Imbergés quelques petits rappels quand même, surtout pour nos jeunes qui sont ici. Il est né en 1934 à Paris. Il a 88 ans et je rends hommage aussi à cet effort qu'il a fait pour venir, pour répondre à notre invitation. Études d'histoire à Paris entre 52 et 53 et à Strasbourg entre 1953 et 57. Agrégé d'histoire en 57, j'avais alors 2 ans. C'est encore mon pouce. Détaché au Maroc, à la disposition du ministère de l'Éducation nationale, 57 jusqu'à 73, quand même. En ayant pérégriné entre le lycée Mohamed V de Marrakech et le lycée de la Marrakech et puis le centre universitaire de la recherche scientifique ici, autour à lycée de Abed, etc. Donc, chargé d'inspection pour le sud du Maroc, 67, 69. Et puis à la faculté des lettres de Rabat, entre 67 et 73, c'est-à-dire en fait jusqu'à l'arabisation. C'est ça? Oui. Jusqu'à l'arabisation. Donc là, nous avons quelques éléments, je ne peux pas tout lire. Notre auteur du livre, à savoir Souad Yamani, bon, c'est elle qui a eu la matrice première du livre, en fait, c'était sa thèse de doctorat, nouveau doctorat, mais bon, elle n'a pas poursuivi, en fait, après son doctorat, elle n'a pas poursuivi la carrière de chercheur. Il a été appelé par d'autres vocations artistiques, si je ne me trompe pas. C'est bien ça? Elle a été soutenue par Jean Duvis. Jean Duvis, oui, c'est ça. Et avec mon centre de félicitations de jury. Oui. Et après, vous avez été appelé à une autre vocation. Après avoir essayé de trouver un poste budgétaire au Maroc, ça n'a pas marché, donc on est en France. Je suis retournée en France. Voilà, et fait autre chose. Et aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'avoir deux discutants de taille, qui ont des choses à dire dans ce domaine qui rejoint un peu le contenu même de ce livre, à savoir notre ami Ahmed Boucharer et notre ami Othman Mansouri, qui ont, comment dirais-je, qui ont en fait puisé dans des sources que nous pourrions retrouver facilement dans cet ouvrage, tous deux ayant accès à ce qu'il est impossible
l'histoire du sucre au Maroc sans avoir fait une immersion dans ces archives-là. Et je crois que les personnes, les chercheurs, du moins à ma connaissance, qui ont fait cette immersion dans les archives portugaises au Maroc, on est compte sur des doigts du seul main, il n'y en a pas beaucoup, hein. Si je me trompe, à part ceux que je connais, du moins, c'est Ahmed et Sedman. Tous les deux ne sont pas présentés, je leur savais, mais ce serait trop long. Ils sont connus, nous sommes ici dans une réunion, j'allais dire, très conviviale, nous sommes entre amis, donc autant présenter ceux qui ne sont pas connus. Hein. J'ai donné les CV de chacun des deux, pas besoin, je pense, de m'attarder pour laisser le temps à l'essentiel, à savoir discuter de travail en lui-même, s'il apporte à la connaissance de l'histoire du Maroc. Et je donnerai la parole d'abord à Sirmet, par amitié, pour ne pas l'appeler le Roya, par Sirmet, et à Sirtman, qui est une fraternité de longue date. Et après cela, après avoir eu les échos de leur lecture, de leur présentation, une lecture critique, nous allons laisser les deux auteurs réagir à ces deux lectures, et puis après on ouvre un débat convivial, amical, avec le public. Ok? C'est voilà. Merci, cher ami. Donc, le livre que nous avons entre les mains, c'est une thèse qui a été soutenue en 1996 et qui n'a pas été publiée, et l'auteur a décidé d'une refonte donc, du texte initial, et il a, je crois, contacté la personne qui peut l'aider le plus dans ce domaine, c'est Bernard, qui connaît très très bien, l'un des meilleurs connaisseurs de l'histoire du Maroc pendant le 15e et le 16e siècle. D'autant plus que dans cet intérêt-là, il a traité des sujets qui sont très proches du sujet du sucre, à savoir l'alimentation par exemple, pendant les années normales, pendant les disettes, les famines, les épidémies, son livre sur le XVIe siècle, et je passe sur d'autres. Donc, parmi ces sujets qu'il avait traités, il y avait des sujets, comme j'ai dit, vraiment novateurs, qui méritent vraiment ce qualificatif de novateur. Donc finalement, le livre qu'on a entre les mains, il est axé sur une question principale, à savoir les mobiles ayant poussé un pouvoir né dans le sud du Maroc au début du XVIe siècle à faire le choix de trouver dans le sucre une des ressources principales pour la réalisation de son projet politique. Et je cite les auteurs, l'histoire de la dynastie saadienne, vue à travers ce pari sur le sucre, prend une nouvelle dimension. En effet, ce que nous avons toujours répété à nos étudiants, et je le reconnais, c'était la fameuse formule de Godinho, Magalhães Godinho, à savoir la victoire des Saadiens résulte de la revanche du chameau sur la caravane. C'est-à-dire que les Saadiens, ils ont pu libérer Agadir, et ensuite Safi, Ajmour et les autres sites que vous connaissez. Ils ont pu libérer ces présides grâce à la renaissance du commerce caravanier. Or, il s'est avéré que, effectivement, les Saadiens se sont intéressés au commerce caravanier
XVe siècle, j'ai prouvé à travers la littérature de voyage du Portugal pendant le XVe siècle, de 1450 à 1508-1510, le commerce transsaharien ne s'est jamais arrêté. Les caravanes ont continué toujours à fréquenter le sud du Maroc et aller jusqu'à Asila, jusqu'à Arzila. La preuve, c'est que Agadir, vers 1513, c'est-à-dire alors que les Sahariens venaient d'être choisis pour diriger le djihad. Ils ont été choisis en 1510. Et il y a eu une lettre du représentant commercial du Portugal à Agadir, Santa Cruz de Cabo de Gué, qui affirmait que la principale activité de Santa Cruz de Cabo de Gué pour les Portugais, c'était l'achat de l'or. Et c'était le principal bénéfice qu'engendrait ce commerce à... Donc, le but recherché par les auteurs, c'était de voir pourquoi Mohamed Sheikh d'abord et son fils Al-Mansour ensuite essayaient de faire du sucre une ressource essentielle pour la réalisation de leurs projets politiques. L'abondance de ce produit leur permet de payer les importations sans perdre l'or qu'ils voulaient conserver pour la réalisation de leurs projets politiques. Ça, c'était permanent pour toute la dynastie saadienne. Donc, et pour les auteurs, ça représente une modernité d'un État, et je cite, respirant l'air de son temps en cherchant à se renforcer par l'adoption de techniques nouvelles. Grâce à ce livre, on ne comprendra plus de la même façon le XVIe siècle, période originale et cruciale du passé marocain. Donc c'est ça la finalité de ce travail. Un autre point fort de ce livre, ce sont les sources qu'il a utilisées. Parce que je n'ai pas voulu revenir sur l'importance de ce sujet, parce qu'il n'a jamais été étudié. Essentiellement parce qu'il n'y a pas de source pour le Maroc. Donc, pour la première partie de ce travail sur laquelle je vais revenir, ils ont utilisé énormément de sources. Vraiment, c'est quand on réfléchit à ce sujet, on dit qu'il n'y a pas de source. Mais jusqu'au XVe siècle, il y a énormément de sources, d'études, de colloques, les travaux de colloques qui ont été utilisés. Vraiment, ça c'est un point fort de la thèse pour la première période sur laquelle je vais revenir. Donc, je peux même donner un petit détail. Moi, j'ai une thèse de doctorat qui a été soutenue à Montpellier en 1988, et je ne sais pas comment ils sont arrivés à la consulter. Parce qu'il y a dans ma thèse une allusion à un marin portugais qui s'appelle Ogabo, Tmtan, comme on dit en arabe, Elken. Et c'est un marin qui transportait les Marocains qui étaient prisonniers, esclaves, ou bien réfugiés politiques déçus par leur séjour au Portugal, donc il le payait pour qu'il les portait à sa fille, ou bien surtout à sa fille. Donc, lui, quand il venait au Maroc, il s'arrêtait à Madère. Et c'est là où il prenait des techniciens dont les Marocains avaient besoin pour les pressoirs de sucre. Il prenait aussi du bois pour les engrenages, parce qu'on n'en avait pas. Il prenait aussi le bois pour les caisses de sucre. Donc cette petite allusion dans ma thèse, je la retrouve dans le livre. Mais je vais revenir à ce... Donc moi j'étais impressionné par le nombre par la bibliographie riche qui a été utilisée et qui
l'Omari, l'Idrissi, une quantité énorme de livres, de littérature royale, etc. Malheureusement, le petit problème qu'il y a, c'est la documentation marocaine. Et il n'y en a pas. Le seul représentant de cette période, le grand historien de l'époque de Ahmed Mansour, il y a Shtali. Avant de venir ici, je suis revenu à Al-Hassani, quand on était en DEA, on l'a étudié ensemble. Donc je suis revenu à ce que disait Shtali à propos des pressoirs de Mansour, mais il parlait pour ne rien dire. Il a écrit tout un paragraphe, mais c'était les mots et non pas le contenu de. Donc moi ça c'est vraiment une chose vraiment qui m'a impressionné, c'était le nombre de sources. J'ai bien apprécié aussi l'exploitation des sources inédites, surtout pour la série Portugal et la série anglaise aussi. Mais vraiment, c'était très très bien exploité, surtout pour la période d'Al-Mansour et des causes de la faillite de ce projet aussi. Je veux revenir à ce. Donc ça c'est le premier élément que j'ai vraiment apprécié. Vous savez, les phases, ils ont divisé ça en deux grandes parties. Avant le XVe siècle, comment était la situation du sucre au Maroc, et après le XVe jusqu'au XVIIe siècle, ce qui est logique. Avant le XVe siècle, il y avait du sucre au Maroc. Mais on n'en savait absolument rien. Et il y avait même des allusions à première vue, on ne les croit pas. Par exemple, le sucre à Safi, Bernard s'est arrêté sur ce problème parce que moi j'ai travaillé à Safi pendant 4 ans et je connais l'arrière-pays de Safi. Impossible qu'il y ait de la canne à sucre à Safi. Donc, les données ne sont pas crédibles à 100%. Avant le XVe siècle, l'Idrissi, je crois que l'Idrissi a laissé une image extraordinaire du Sousse, à tel point que Baudrillon a qualifié le Sousse de la petite Égypte. Alors que ce n'était pas la réalité, c'était trop exagéré. La preuve, c'est qu'un témoin oculaire, c'est Léon l'Africain, quand il a parlé du sucre du Sousse, il a dit qu'il était de mauvaise qualité. Donc, parce que le Maroc, je vais y revenir, le Maroc c'est pas un pays pour la canne à sucre. Ça c'est. Donc pour cette première partie, ils ont fait le descriptif, l'utilisation, et c'était essentiellement un produit de luxe pour la médecine et pour la pâtisserie peut-être chez les notables de Fès, quelque chose comme ça. Pour la dynastie saadienne, vous savez que les Saadiens ont été intronisés, c'est Mohamed Qaïm bin Abdillah a été choisi dans la région du Sousse. Généralement, la date acceptée, c'est 1510. Et que Qaïm bin Abdillah, il est resté très peu de temps dans le Sousse. 3 ans, il est passé dans la Chiadma, de l'autre côté, pour s'occuper des Portugais de Safi, au-delà du Tensif. Et son fils, le deuxième fils, parce que l'aîné était parti avec lui, c'était Mohamed Cheikh. Il est resté dans le Sousse. Et si on croit Diego de Torres, très tôt, Mohamed Cheikh a décidé de reconstruire Teroudat. D'ailleurs, elle s'est appelée plus tard Mohammedia. Et il a commencé en 1516, selon le témoignage
de Diego de Torres a planté la canne à sucre dans les environs de Terre-de-Linde. Ça, c'est extraordinaire. On dirait qu'ils sont venus avec un programme préétabli. Donc, dès 6 ans après l'avènement de la dynastie, les plantations ont commencé. Et ça s'est développé rapidement, à tel point que lorsque les Portugais ont été obligés d'abandonner, ont été vaincus à Agadir, la production sucrière dans le Sousse, uniquement dans la région de Terre-de-Linde, était très développée. Et là, je reviens à l'Inquisition portugaise. Parce que, au moment où les Portugais ont abandonné les villes marocaines de Agadir, Safi et Azmour, le roi du Portugal avait interdit à ses sujets de fréquenter les ports marocains. Vous savez, le commerce et la religion, c'est deux choses différentes. Bien sûr, il y avait beaucoup de trafiquants considérés comme contrebandiers qui ont continué à venir à Agadir. Je dis continuer parce qu'il y a un phénomène extraordinaire, parce que il y a des documents qui ont été publiés par Dias Farinha dans la thèse qu'il avait défendue à Lisbonne. La contrebande à Agadir a commencé avant l'occupation d'Agadir. Et le local s'appelait Santa Cruz de Cabo de Guinée. Comment on le sait? On le sait à travers la confiscation, parce qu'il y avait des mouchards qui allaient dénoncer des commerçants, et en contrepartie, le roi leur donnait la moitié de la confiscation. Donc on a toute une liste de bateaux qui venaient à Santa Cruz de Cabo de Guinée, et chose étrange aussi, pour le blé. Pas Safi et Agadir et Azmour seulement. Ils venaient à Santa Cruz pour le blé. Donc, il y avait une liaison très ancienne entre le Portugal et le Sousse. Et donc, dès la libération d'Agadir, le nombre de commerçants portugais est devenu tellement important que le roi a décidé d'élargir la compétence de l'Inquisition pour punir ces gens-là. Parce que l'Inquisition, c'était un tribunal exceptionnel. Ce n'est pas comme les tribunaux normaux. Donc, à partir de 1550, moi j'ai trouvé par hasard 21 procès de contrebandiers qui ont été arrêtés et jugés entre 51 et 55. Et nous avons des informations d'une importance extraordinaire. Le nom du commerçant, ses représentants, parce qu'il avait des représentants généralement à Terre-de-Linde ou bien jusqu'à Marrakech et Fès. Les marchandises, les valeurs et surtout la destination des produits achetés au Maroc. Et ces bateaux-là qui étaient chargés à Santa Cruz de Cabo de Guinée, et j'allais dire aussi, Bernard, chargés aussi à Terre-de-Linde. Oui. Parce que j'ai trouvé, d'ailleurs c'est mentionné dans mon livre que je viens de publier, à Terre-de-Linde, j'ai au moins 4 ou 5 indications confirmant l'arrivée de bateaux jusqu'à Terre-de-Linde. C'est écrit dans le texte Terre-de-Linde. Et la destination, c'était quoi? C'était Anvers. Ouais. Tout le sucre marocain, c'était la principale, et je suis vraiment d'accord avec ce qu'il venait d'écrire, c'est que le commerce était basé portugais, et plus tard anglais ou français, c'était le commerce surtout du sucre marocain. Donc ça, dans la bibliographie, ça a manqué. Ça, c'est la seule info. Je n'ai pas eu ces sources-là. Non, c'est traduit. Ah bon. La faculté des lettres à Ain Choc avait organisé, je crois en 88, un colloque sur le commerce
et la société ou quelque chose comme ça. Le tijara fi alaqatiha bil mujtama. Moi j'étais à ce moment-là à Fès, donc j'ai participé, donc ma communication a été publiée, mais j'ai publié un livre où il y avait tous mes articles et c'était dans ça s'appelle c'est l'âge. J'en sais quelque chose. Des trop de mémoire. Vas-y. D'accord. Donc, le développement de Mohamed Chir, c'est un phénomène, je ne sais pas, c'est un personnage extraordinaire. Je ne sais pas, d'ailleurs, la preuve. Quand il a eu un problème avec son frère Ahmed Araj, il n'a eu aucune peine à le vaincre et à l'écarter. Parce que lui n'était pas héritier du trône. Parce qu'il avait transformé l'armée, il avait fait appel à des mercenaires, il avait repris les techniques utilisées par les Turcs très tôt. Donc, sous Mohamed Chir, il y avait déjà un noyau solide pour la culture de la canne à sucre. Un autre personnage ressemblant aussi à Mohamed Chir, parce qu'il n'était pas prédestiné pour le pouvoir. Et Mohamed Chir était considéré comme il est mal jugé par la communauté marocaine, parce qu'il était très dur vis-à-vis des gens à propos des impôts, à propos de... Ahmed Mansour allait faire encore un bond en avant énorme pour la culture de la canne à sucre, malgré toutes les difficultés géographiques. Parce que vous savez que les régions qui sont, si on veut faire de la canne à sucre, les régions qui peuvent recevoir la canne à sucre dans des conditions meilleures que le source, c'est la Harb, là où il y a la confluence entre le Harb et Ouadsbo, où il y a des marécages pendant des mois et des mois, ou bien à côté de Ouattara, où il y avait beaucoup de zones humides dans le nord du Maroc. Alors que la canne à sucre est décidée sur une décision politique, là où il y a la capitale, à côté de la capitale. Parce qu'il fallait défendre ces plantations contre la population. Et je vais revenir sur ça. Parce que dans le Mansour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transféré aussi, il a replanté des zones immenses, des étendues de canne à sucre dans la région de Chichawa et la région de Souera comme ça. Et avec des casernes à côté des pressoirs Donc, les auteurs ont beaucoup développé cette partie réservée à Mansour parce que c'est là où il y a le plus. Hein? C'est là où il y a le plus. C'est là où il y a le plus d'informations. Et ils ont discuté les conditions de ce développement, le climat, l'hydrologie, le personnel, les personnels qui travaillaient là, les pressoirs. Peut-être qu'on en discutera plus tard. Le problème pas du climat, mais disons de l'hydrologie et du couvert végétal. Parce que j'ai l'impression que le visage du Maroc actuellement est différent de ce qu'il était au XVe siècle. Parce que, je vais vous donner un petit exemple. J'ouvre une parenthèse. Moi, je suis résident saisonnier de Asséna. Je suis entre Oued el-Helou et Oued el-Rifa. Oued el-Helou, pendant toute l'année, n'arrive plus à la mer maintenant. Ah non, depuis des années et des années.
Le Wad Halou, c'est là où il y a le petit pont, juste après la ville. Bernardo Rodrigues, l'auteur des Arages de Arzila, donne deux petits incidents. C'est un personnage extraordinaire. Je suis d'accord. Et une fois, il y avait une bataille entre les Marocains et les Portugais de Acela. Et un Marocain a essayé de s'enfuir. Il est tombé dans l'oued, comme il ne savait pas nager, il s'est noyé. Et au Rorifa, l'oued Rorifa, il y avait un Portugais sur un cheval et un Portugais qui était dans l'eau. Il lui a lancé la lance pour l'aider à sortir, et il est tombé avec le cheval. Ils sont morts tous les deux dans l'oued Rorifa. On a parlé de Terudante, de l'oued Sousse. Dans mon livre, j'ai consacré un chapitre à la présence extraordinaire des phénomènes naturels du Maroc pendant le XVe siècle. Parce que dans toutes les sources portugaises, depuis le livre de Diego Iange de Zouraba sur Ceuta, Crónica de Conte Dom Pedro de Menezes, ou bien Bernardo Rodrigues, ou bien les documents portugais, il laisse une image complètement différente de ce que nous connaissons actuellement. Pour le couvert végétal, parce que le bois était nécessaire à la production du sucre. Mais moi, j'ai insisté sur ce phénomène aussi. Le couvert végétal était très très important pendant le Maroc du XVe siècle. Pardon, on peut prendre un autre exemple. Il y a un texte qui parle de l'oued de Chichawa, je crois qu'il l'appelle comme ça, qui roulait des eaux abondantes. Voilà, c'est ça. On peut aller voir aujourd'hui, il ne coule pas. Il n'y a rien. Oui, c'est vrai. Parce que sinon il n'y aurait pas ces installations. Ils sont pas fous pour faire ça, pour des oueds temporaires. Non. Moi, j'insiste sur ce phénomène-là parce que, effectivement, la situation était complètement différente. Donc, pour l'époque de Mansour, ils se sont arrêtés parce que, assez longtemps, parce que, comme Bernard l'a dit, la documentation est assez abondante, contrairement aux autres périodes. Donc, on a parlé du personnel qui travaillait dans les pressoirs. Il n'y a pas beaucoup d'informations, mais nous avons des allusions à l'arrivée temporaire pour quelques mois de gens venant de Madère, parce que l'expérience de l'île de Madère portugaise est très importante sur le plan de la canne à sucre. Mais ça, Hein? On laisse la discussion. Ah, voilà. Effectivement, pour le personnel, Fchali, il a été impressionné par le nombre de personnes tournant autour des pressoirs. Il trouvait ça un nombre impressionnant de personnes qui coupaient la canne, qui transportaient, qui broyaient. Donc il a effectivement parlé de densité de la population autour des pressoirs. Mais les auteurs ont insisté à plusieurs reprises sur le manque d'esclaves noirs autour des plantations, et contrairement à l'Amérique ou bien à Madeira. À Madeira, vous savez, ça veut dire, les Marocains disaient Jaziratul Khashab. Quand ils commençaient à faire des rats à sa fille, et ils les vendaient, les notables ont écrit une lettre au roi du Portugal, et ils ont dénoncé effectivement ces comportements, disant que les Marocains
sont transférés à Jazirat al-Khashab, Madeira. Donc, Donc sur Raniel Madeira, il y a le bois. Ils ont aussi développé, je suis vraiment d'accord avec les problèmes qui ont été soulevés, sur les obstacles. Parce qu'on a l'impression que l'industrie de la canne à sucre était une activité imposée, qui n'avait pas les conditions locales. C'était une décision politique qu'il fallait appliquer à tout prix. On a parlé du personnel, on a parlé des conditions, disons, climatiques, mais il y avait un problème énorme qui a été aussi très bien soulevé, c'est l'attitude du marxin, le comportement du marxin. Parce que, en principe, qu'est-ce qu'on faisait? L'État faisait l'infrastructure, donc les plantations, les pressoirs, et après, il ne produisait pas le sucre, il ne vendait pas le sucre. Il y avait des fermiers. Donc, avec les fermiers, ils n'avaient pas la liberté de travailler comme ils le voulaient. Parfois, ils ont des contrats et il y a une décision qui vient du sultan leur ordonnant de donner toute la quantité produite de sucre aux Anglais, par exemple. Et ça a ruiné. Il y a eu beaucoup de faillites parce que les gens ne pouvaient pas payer les contrats et ils étaient emprisonnés. Ça, c'était dramatique, c'était l'une des causes essentielles. D'ailleurs, ils ont beaucoup insisté sur ce problème-là. La troisième phase qu'ils ont étudiée, c'est avant la mort de Mansour. Parce que ça, c'est un siècle vraiment. Parce que nous avons une idée très idéalisée, une vue très idéalisée de Mansour. Très idéalisée. C'est ce que je disais à mes étudiants depuis des années et des années. Parce que si on ne prend en compte que ce que écrit Fishtari, mais finalement, Mansour est arrivé, d'ailleurs, si on compare Mansour et Abd al-Malik, il faut faire la comparaison, je crois. Parce que il n'a même pas réglé le problème avec son fils. C'était. Mamoun, dans la description, dans les chroniques, mais c'est un ivrogne, et pourtant, le Fishtari, il le présente, ou le Qadi, il le présente sous une image de saint. Et pourtant, il a été choisi comme héritier du trône. Et il a créé un problème à son père, il a vraiment secoué. Donc, en 1978, il y a eu la victoire de Oued Makhazi, qui a engendré beaucoup d'argent, beaucoup de butin. Mais juste après, il y a eu énormément de crises, à tel point que les auteurs font un lien entre la décadence de la production sucrière sous le Mansour et la conquête du Soudan. Parce qu'il fallait trouver une autre source de revenus. Donc ça, c'est aussi, il faut bien voir, ça a été très bien traité, ces problèmes de gestion de la canne à sucre. Et surtout les interventions du marxisme, qui ne laissaient pas les gens travailler. Du moment qu'ils ont payé le fermage, ils n'avaient pas le libre choix. Ils ne pouvaient pas faire de la production ce qu'ils devaient faire. À la dernière minute, heureusement, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de.
bon, sur la fin du cycle sucrier au Maroc, parce que c'était comme j'ai dit, prévisible. Parce que les conditions n'étaient pas, ni les conditions politiques, ni les conditions, disons, climatiques, naturelles, oui, naturelles. Donc, dès que la première... Et ils ont souligné un problème essentiel, c'est le problème de l'eau. Du moment que les plantations avaient besoin de beaucoup d'eau, ça s'est fait aux dépens des cultures vivrières des gens. Donc, dès que l'État a affaibli, la première chose qu'ils ont faite, c'est d'attaquer les installations hydrauliques alimentant les pressoirs en eau. Donc, du moment que les gens étaient contre ce système installé comme ça, la situation politique était, vous savez, même avant la mort de Mansour, la situation n'était pas comme il fallait. Donc, toutes les petites tentatives de bricolage, de faire renaître la culture du sucre, n'a pas donné de résultat, et d'autant plus que la conjoncture a complètement changé, comme vous savez. Il y a eu l'apparition du Brésil comme fournisseur avec la main-d'œuvre des Noirs essentiellement, et les grands domaines, c'est pas le bricolage, c'était donc. Si c'était hein? une aventure éphémère. Voilà, c'est une petite aventure, mais je crois que c'était contre nature. À mon sens. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je te félicite. Tu as fait vraiment l'essentiel de notre travail. Vraiment, je pense que nous sommes très contents. Moi, je vais te dire une chose, Bernard. Moi, j'étais élève au lycée Hassan II ici. Oui. Et on avait un professeur qui s'appelait Trouvery. Oui. On avait deux matières, la dissertation et le résumé de texte. Oui. Et quand il commençait à rendre les notes, il commençait par 1. Tu vas, hein? Et quand il arrivait à 8, il avait 5 ou 6 copies à la main. Et comme je l'ai eu pendant 2 ans, comme tu vois le résultat. Et j'ai été nommé à Safi au lycée, et il y avait le bac. Il était centralisé à Rabat, à Mafia. Et une fois, je suis arrivé au bac pour les résultats. Et je l'ai trouvé avec moi au jury. Lui, il avait le français, moi j'avais l'histoire-géographie. Et il m'a reconnu. Et je lui ai dit, tu étais sévère. Vous étiez sévère. Il m'a dit, voyez le résultat. Un bon enseignement pour nous autres. Ah, merci, excusez-moi. Merci beaucoup. On revient à la discussion. Oui, non, je voudrais en effet réitérer mes remerciements et mes félicitations. Mais ça ne m'étonne pas, en fait, tu étais le meilleur pour parler de ça, parce que tu es quand même celui qui a été le plus proche de notre travail. Tu as connaissance du Portugal, tu as connaissance du XVIe siècle, et que tu as vu tout de suite ce qu'on voulait dire et tu as extrait l'essentiel de notre travail. Merci. Merci. Donnez-moi juste une minute parce que je voulais dire quelque chose à propos de Bernard. Ah oui, c'est important ça. Bernard était mon prof dans cette salle-là. Et c'était l'histoire moderne. Et comme quand j'ai eu mon DEA, et j'étais à Safi. Vous savez qu'on est à Safi, il y a le Portugal, hein, c'est la présence des vestiges. C'était quand? Donc c'est en 74. Moi j'étais à Safi en 72. D'accord. Je suis vieux, hein? Non, je ne vois pas. Toujours dynamique. Donc la première chose à laquelle j'avais pensé, c'était de travailler sur la présence portugaise à Safi. D'autant plus qu'il y avait une communauté de Portugais importante. Mais il s'est avéré qu'ils ne connaissaient ni le portugais ni le français.
Donc la première chose que j'ai faite, c'est que je me suis rappelé de Bernard. Et je lui ai envoyé une lettre avec ma photo. Et il m'a dit... Inversé aux archives. Il m'a dit... C'est ce qu'il m'avait dit toujours. Tu n'as pas changé. Tu as seulement une grosse moustache. Et après, donc j'ai commencé à travailler, je me souviens. Il répondait à mes... On a beaucoup travaillé ensemble. Il me répondait 4-5 pages écrites. Il n'y avait pas d'ordinateur à ce moment-là. Avec le stylo à plume noir. Et j'ai cherché les lettres, malheureusement je ne les ai pas trouvées. Ah bah je sais pas. Et sincèrement, je lui dis autre chose. Quand j'étais au Portugal pour la première fois pour les Doucala, pour le travail sur les Doucala, j'ai trouvé le registre des impôts de la région. Et je ne savais pas, je ne connaissais pas le portugais et surtout la paléographie. Je n'étais pas encore à la fac de l'histoire. Je lui ai envoyé et il a transcrit le document et il a traduit. C'est un document fantastique, ça. Et après le 3e cycle, on a longtemps discuté. J'étais chez lui au village. Je dis le nom du village. Oui, ils vont rire si tu dis. Mais tu le dis quand même. Parce que le village a un nom vraiment troll. Tous les Français connaissent ce nom. C'est mon cuc. Et on a longtemps discuté sur le projet de doctorat d'État. Et quand j'ai terminé, il fallait traduire quelque chose. C'est lui qui m'a fait découvrir Bernardo Rodrigues. Ah oui. J'ai traduit avec beaucoup de plaisir. La chose que j'ai jamais regrettée dans ma vie, c'est la traduction de Bernardo Rodrigues. Ah oui, non, mais même si malheureusement son impression au Liban a été très mal faite, malheureusement. Beaucoup de fautes, à tel point que la couverture, il a trouvé que j'ai écrit Bernardo Rodrigues, Rodrigues, ou Dersim, sans demander mon avis. C'est incroyable. Merci beaucoup pour merci beaucoup Merci. aussi Il y bien. a l'essentiel que j'allais dire. Par remerciement à Bernard, je vais traduire ça dans 6 mois. Tu es un grand traducteur. C'est vrai. Merci. Tu aimes cette écriture. Il m'en avait parlé. Je me suis dit, il ne faudrait pas que je le mette dans une position. S'il avait changé d'avis en 20 ans, mais je suis satisfait. Qu'il le déclare. Et en plus, Devant tes mains. pas seulement devant tout le monde. Pas seulement devant tout le monde. Non. Tout est filmé, archivé, audiovisuel, et tout sera, même si la Coupe du Monde nous a joué un mauvais tour et ils ne sont que nombreux, sachez que cette caméra-là a tout filmé et tout sera diffusé. Tout ce qui sera dit ici sera diffusé, y compris certains engagements. J'ai beaucoup apprécié. Pas besoin de contrat, de contrat. Et comme nous avons très peu de spécialistes, ça a été dit, la langue portugaise, l'accès aux sources, mais donc nous avons 2 sommités en la matière, c'est Bouchard ou Simon Sori. Et à dessein, j'ai demandé à l'un d'intervenir en langue française et à l'autre en langue arabe. D'abord pour une publication que j'espère avoir bientôt. Cet article, en plus de la vidéo que vous nous autorisez à diffuser, s'il n'y a pas d'inconvénient. Mais j'avais pensé aussi à atteindre un public qui est beaucoup plus arabophone aujourd'hui, qui n'est pas bilingue comme nous autres, et c'est la majorité de nos étudiants. Donc,
fait d'avoir demandé à mon ami c'est Ahmed Mansouri de parler en arabe, c'est aussi pour cela, pour que les personnes qui n'ont pas cette maîtrise de la langue française pour lire cet ouvrage, au moins qu'ils sachent qu'il y a ce qu'il y a dedans et ce que ça apporte de nouveau. Merci Sidi Ahmed. تفضل. حفظك الله ورعاك. أنا أولا في البداية أريد أن أنصح ولد بعض المسائل اللي نتكلم تكون وجد المقدسة المجرد يجب أن تحدد أن أستاذ أحمد بشار جميع الأحوال الورائي اللي تحت درس رائد اللي تحت بصوت والطبع. الأستاذ بشار هو رائد دراسات البرتغالية قبل أن أشتغل أنا عليها وبالتالي كان قدوة ديالي عندما كنت أعيد لدرجة أنني عندما أعددت تقرير أشرت إلى تجربة الأستاذ بشار أطمح إلى أن أعمل شيئا أتعلم لغة جديدة وأقتدي بهذا المسألة أقولها طبعا الشهادة للتالي يكون هناك من الأمور إلى نصاب في البداية أتوجه بالشكر إلى الجهات المنظمة لهذا اللقاء والتي سمحت لي بالحضور وأعبر عن سعادتي بالالتقاء من جديد مع الأستاذ برنارد روزنبرج. اسمحوا لي قبل أن أواصل هذه الكلمة أن أعبر عن تقديري الشديد لهذا الأستاذ الذي لم أحظى بالتتلمذ على يديه في الجامعة، ولكنني أعتبره أستاذي وقدوتي من خلال الأعمال الهامة والمجددة التي أنجزها والتي استفدت منها وتعلمت الشيء الكثير. لقد أتيحت لي فرصة اللقاء بالأستاذ روزنبرج في المكتبة البرتغالية وتعرفت على الأستاذ والإنسان. كان آنذاك مستاء ومتشائما من التراجع الذي عرفه البحث في تاريخ المغرب بفرنسا. بمجرد عودتي إلى المغرب عملت صحبة أعضاء مكتب الجمعية المغربية التاريخي، طبعا كتبنا السيد رئيس الجمعية معنا، على إعادة الصلة بهذا المؤرخ الذي أثر نخبة من خيرة مؤرخين لفترة ما بعد الاستقلال، وأثر فيها وترك بصمات قوية على البحث التاريخي المغربي قبل أن تضطره ظروف جديدة إلى مغادرة المغرب في حوالي سنة 1993. وقد نظمنا له آنذاك هي زيارات ناجحة حظي فيها طلبته ورفاقه بلقاءات علمية من المستوى الرفيع في الرباط وفاس السيد، فاس المراج، الكناس، القنيطرة المحمدية وفي مراكش. والجيل اكتشف الجيل الجديد من المؤرخين قيمة هذا المؤرخ وتمرسه بتاريخ المغرب الحديث على الخصوص. اللي فاجأناه هو أن رغم تلك القطيعة الصدى والاهتمام بالأستاذ طلع موجودا. خلال هذه اللقاءات حظيت بشرف مرافقته ومحادثته والاستفادة من سعة اطلاعه وتنوع أفكاره. شرحت له أن القطيعة التي أزعجته ناتجة عن تغيير النظام التعليمي في الجامعة وتكوين أجيال كثيرة باللغة العربية وصدور أعمال كثيرة بهذه اللغة بدون أن يصل صداها إلى فرنسا. وقد أثمرت هذه الزيارة طبعا عن طبع كتاب عزيز على أستاذنا لم يلقى الرواج بسبب التوزيع، وهو كتاب المغرب على عتبة الأزمنة الحديثة الذي نشرته هذه الكلية. وأنا الآن سعيد جدا بنشر مؤسسة أرشيف المغرب لكتاب آخر لأستاذنا بشراكة مع الأستاذ سعاد اليمني التي أحييها بسرور هذا الإصدار. إذن سأسعى في البداية إلى تقديم الكتاب باش نتعرف عليه أكثر، لكن بدون أن أفسح عن جميع التفاصيل، فقط نأخذ عنه فكرة. هذا الكتاب يقع في حوالي 200 صفحة وينقسم إلى 3 أقسام رئيسية استهل المؤلفان بتقديم تبين منه أن أصل الكتاب هو أطروحة أنجزتها المؤلفة سعاد اليمني سنة 1996 تحت إشراف المؤرخ جون ديفيس بعنوان إنتاج وتصدير السكر المغربي من القرن الحادث إلى القرن السابع عشر، ونقشت في جامعة سوربون بباريس
لم يتسنى لهذا العمل أن ينشر على الرغم من أهميته مما يبرر الحاجة إلى النشر، على الرغم من صدور أعمال أخرى بعده، إلى أنها لم تؤثر على الخلاصات التي توصل إليها المؤلفون. في المقدمة أيضا يشرح المؤلفان المشكل الأهم، وهو قلة المادة المصدرية مما دفع بهما إلى البحث في مصادر متعددة، وبعضها يهود والأخرى المتوسطية، وخاصة فيما يتعلق بزراعة قصب السكر وما يستخرج منه، سواء لتحصيل هذا البحث، سواء لتحصيل المعلومات وجمعها أو للمقارنة مع أوضاع المغرب، وبالأساس في الفترات الوسيطية السابقة للقرن السادس عشر. وفي المقدمة يكشف المؤلفان وإن ببعض الإيجاز عن المضامين والإشكالات التي سيتطرقان إليها والتي يمكن أن نعرضها حسب التقسيم التالي. القسم الأول خصصه المؤلف لتتبع مراحل زراعة وصناعة السكر وتطورهما عبر التاريخ، بدءا بالقرن الحادث عشر وإلى غاية القرن السادس عشر، يعني فترة طويلة نسبيا. وهذه الفترة هي طويلة زمنيا حوالي 5 قرون، ولكنها تحتل حيزا أصغر في الكتاب بالمقارنة مع القسم الثاني على الخصوص. هذا القسم في الحقيقة هو تمهيد تاريخي فيه تأصيل وتأسيس للموضوع بالرجوع إلى القرون السابقة للقرن 16، وبالرجوع إلى مصادر متنوعة ومقارنة مع بلدان متوسطية أخرى. وفيه يتتبع المؤلفان كل ما جاء في المصادر القديمة العربية والأجنبية عن زراعة قصب السكر وصناعته واستعمالته في العالم الإسلامي والمسيحي وفي الغرب الإسلامي على الخصوص، وأساسا في المغرب. يكفي أن نستعرض أسماء المؤلفين لأمهات هذه الكتب التي راجعوا إليها في مجالات متعددة، في الآداب، التاريخ، الطب، الجغرافيا، ليتأكد لنا المجهود المبذول في تتبع الإشارات المتعلقة بالموضوع في هذه الكتب. مع أن الكتب كما نعرفها كتب ضخمة تقع في أجزاء كبيرة، ولكن هو المجهود ماشي مجهود القراءة، ولكن مجهود التنقيب والبحث عن الإشارات التاريخية. مثلا هنا أعطيكم أسماء بسرعة: ابن حوقل، ابن بيطار، ابن الخطيب، ابن العوام، المقريزي، الفنطاكي، الشطيمي، الزهراوي، البلادوري، ابن أبي زرع، الإدريسي، القلقشندي، يعني أسماء كثيرة ديال أمهات الكتب في مجالات متعددة لا يتعلق فقط بالتاريخ ولكن حتى الجغرافيا والآداب والصناعة واللغة. إذا تناول المؤلفان في هذا القسم دخول قصب السكر إلى المغرب وحضوره في المصادر المختلفة وزراعته ومعاصره وأنواع السكر وخصائصه واستعمالاته المختلفة، خاصة في التغذية والعلاج، مع إجراء مقارنات مفيدة بين العالمين الإسلامي والمسيحي. لا شك أن هذا القسم على قصره أخذ من المؤلفين وقتا وجهدا كبيرين للاطلاع والتفتيش والجرد وتتبع الإفادات المتفرقة المبثوثة وسط كتب تتجاوز في مجموعها 1000 صفحات، وبعضها مقسم إلى أجزاء كثيرة. ولكن هذا المجهود مكن المؤلفين من التوفر على أرضية للانطلاق منها نحو القسم التالي الذي يتعلق بالقرن السادس عشر أساسا، والذي عرف تطورات عامة كان للسكر زراعة وتصنيعا نصيب منها. بعد ذلك في القسم الثاني من الكتاب والذي يشكل ضيف القصيد، وأخذ طبعا من الكتاب نصيب الأسد يعني أكثر من 1000 صفحات، يتعلق هذا القسم بالقرن السادس عشر مع عقد أو عقدين من القرن السابع عشر. ففي هذا القرن كما هو معروف وقعت تحولات هامة يضيق المجال عن الخوض فيها، وترتبط أساسا بالمكانة التي أصبحت للمحيط البسيط والدور الذي أصبحت تلعبه بعض المراكز الجديدة في إنتاج قصب السكر، ومنها على الخصوص جزر الكناري وماديرا وسرطوبي، ومنها تزايد الطلب العالمي على هذه المادة من قوة جديدة مثل إنجلترا على الخصوص. حاول المؤلفان تفسير هذا التحول ومدى تأثير المغرب فيه من خلال تحليل كل هذه التطورات. فالسياق التاريخي أعطى أهمية للمحيط الأطلسي في المبادلات الدولية، وانفتحت مناطق جديدة في الجنوب على هذه المبادلات، معوضة
التي انتهى دورها بعد الاحتلال البرتغالي. وفي سوس سيجد السعديون ضالتهم في الوقت الذي كانت البرتغال تحاول تركيز التجارة في الثغور التي كانت تحتلها وعلى رأسها أسفي. فعمل السعديون من جهة على محاصرة المصالح الاقتصادية البرتغالية وعلى تشجيع زراعة قصب السكر الذي كان المناخ والبيئة في سوس ملائمين له متحدين قرارات المنح الإيبيرية. ووجدوا إقبالا كبيرا للأوروبيين مما ساعدهم على تطوير هذه الزراعة والتوسع فيها وتخصيص المزيد من الأراضي ومياه السقي لها، فمكنهم ذلك من الحصول على مداخيل مالية كانت مهمة لهم في تقوية مداخيل دولتهم ودعم سلطتهم واقتناح الأسلحة الضرورية للنجاح في سياسة الجهاد وبالتالي توطيد شعبيتهم التي قويت خاصة بعد استرجاع سانتا كروز أكاديمي سنة 1940. لم تكن جهود السعديين في هذا المجال سهلة، فقد كان التوسع في مزارع السكر على حساب الزراعات السقوية النهرية والمنتوجات الحيوية للسكان، وتضرر الفلاحون المغاربة من مضايقة مزارع السكر وواجه السعديون معارضتهم بالعنف. لاقى السكر المغربي إقبالا كبيرا من مختلف التجار الإنجليز، الفرنسيين، إسبان، البرتغال، وأصبحت تجارة جدا مطلوبة ومدرة لمداخيل كبيرة، مما استدعى المزيد من التوسع في زراعة قصب السكر وإنشاء المعاصر الضخمة واستعمال تقنيات جديدة أشرف عليها أوروبيون وموسكيون ويهود، وأوكل إلى هؤلاء الإشراف على المعاصر وعلى المبادلات مع التجار الأجانب. وبسبب أهمية هذه السلعة فقد تدخل المخزن المغربي في الإنتاج والتسويق وتأمين المزارع والمعاصر، وبالإضافة إلى كلائه لمداخلها فقد كان يحصل على الضرائب من المنتجين ومداخل الديوانة ويعقد اتفاقيات تجارية. عرفت هذه التجارة طفرة كبيرة جاءت بالتدريج، ولكن فترة الأوج كانت هي ما بين 1541 و 1589. فالسكر المغربي صار مطلوبا ولم يتأثر كثيرا بالمنافسة لاعتبارات داخلية وخارجية، أهمها أنه كان من النوعية الجيدة وأن المغرب كان قريبا جدا من أوروبا الغربية على الخصوص، وأن الإنتاج كان وفيرا وكافيا لحاجيات هذه الدول. إن اختيار سنتي أعلام 1541 و 1589 راجع إلى أن السنة الأولى تتوافق مع استرجاع محمد الشيخ لمدينة أكادير، وهو ما أكسب السعديين دفعة قوية لتحقيق مشروعهم السياسي واستكمال مد سلطتهم على المغرب. أما السنة الثانية 1583 فتؤشر على بداية التراجع واشتداد المنافسة التي يوحي بها كل شروع المغرب في البحث عن مداخل جديدة في السودان الغربي الذي اكتمل بعد هذا التاريخ. بعد هذا التاريخ لبضع سنوات من 1583 إلى 1596 سيعرف المغرب وباء الطاعون الذي أجهز على قوة الدولة السعدية وأضعف سلطتها، وصاحب ذلك إتلاف للمعاصر من لدن الفلاحين المتضررين منها وانشغال أبناء المنصور فيما بعد في حروب عديدة مع بعضهم البعض أو مع قوى أخرى معارضة، والنتيجة تراجع كبير لهذه الزراعة التجارة لصالح المناطق أخرى. لا بد من الإشادة هنا بالمجهود الجلي المبذول في هذا القسم، بالإضافة إلى ما ذكرت بشكل عام بأن المحدثين تتبع بالتفصيل كل ما يمت لهذه التجارة: الزراعة، المعاصر، استهلاك التجارة، دور المخزن، التقنيات المستعملة، الموظفون وموظفين عفوا، كل ما وصل إلى أيديهما من دراسات ومصادر. طبعا بعد ذلك يأتي القسم الثالث، وهو يمكن نقول أنه يشبه الخلاصة، ولكن هو يبين لنا ماذا وقع بعد هذه الفترة ديال الأوج. فهذا القسم الثالث كيتكلم عن نهاية الدورة السكرية وينقلنا بالتدريج إلى نهاية هذه الدورة. ففيه حلل المؤلفان ما لحق بهذه التجارة من تراجع وتدهور، شمل زراعة القصب وصناعته وتصديره وتراجع مكاتب
الاقتصاد المغربي بسبب مجموعة من العوامل المتداخلة. فمن جهة لم تعد السوق الدولية مستقرة بسبب المنافسة وزيادة الإنتاج والعرض الدولي، وخاصة في البرازيل وأفريقيا وجزر المحيط. ومن جهة ثانية تدخل أو تعسف المخزن، تدخل المخزن في هذا النشاط وعدم استثمار مداخله في مجالات اقتصادية مجدية. يعني كل المداخل اللي كانت في المولات على المنصور وغيره كانت تنفق لبناء القصور وتجهيز الجيش والمنشآت العامة، وكذلك حياة البدر في عهد المنصور اللي كتكلم على التشتري وغيره من المؤلفين. ولكن العامل الأقوى هو تعرض المغرب لجائحة الطاعون التي أدت إلى نقص ديموغرافي كبير وتأثر مداخل الدولة وتأثر جهازها المخزني والعسكري وفقدانها لهيبتها على القبائل وغيرها من النتائج التي أبدع الأستاذ روزنبرغي في تحليلها في مقاله الشهير عن المجاعات والأوبئة مع الأستاذ حميد التريكي. وأتبع ذلك الحروب الداخلية التي تلت وفاة المنصور وعجلت بضعف هذه الدولة. ينتهي الكتاب طبعا بالخلاصات التي تؤكد على ما جاء في ثناياه عن العلاقة بين قيام وتطور الدولة السعودية وزراعة السكر وصناعته والتجارة فيه والاستفادة من مداخله. وقد أحسن المؤلفان صنعا لأنهما لم يحسما في العديد من الافتراضات ولم يربطا مثلا بين غزو السودان ونقص السكر أو الحاجة إلى اليد العاملة أو تضخيم الدور الذي لعبته المنافسة الأجنبية للسكر المغربي في تدهور تجارته. هنا يمكن أن أضيف فقط أن المنافسة لم تصبح قوية إلا بعد أن وقع تدهور الأوضاع في المغرب. عادة حين نتكلم عن المنافسة نقولوا شكون هو الأسبق؟ واش المنافسة اللي قضت على السكر ولا السكر ضعف والمنافسة أصبحت أقوى؟ هنا يمكن أن قلت لا يمكن أن نرجع تدهور التجارة فقط إلى المنافسة لوحدها، وما يؤكد ذلك بعض الأرقام التي سبق لي أن استشهدت بها في كتابي عن تجارة المغرب ال 15، وهي مأخوذة هناك إشارة أخذتها من فريدريك مورو عن البرتغال والمحيط الأطلسي بالقرن 16، دراسة اقتصادية صدرت في باريس 1960 في صفحة 234. نجد إحصاء جداول تبين أن كمية ما كانت البرازيل تصدره إلى البرتغال من السكر لم تكن تتعدى 350,000 ربع. ربع هو مقياس ما بين 1571 و 1582 ديال الفترة في كازدها، لكنها وصلت سنة 1600 يعني من بعد أن وقع التدهور في المغرب إلى 1,200,000 ربع، لأن أنها تضاعفت 4 مرات بعد هذا التدهور اللي عرفه المغرب. ومن بعد العقد فقط غتولي 4 ملايين، يعني غتزاد اكثر. يعني توقف زراعه السكر الداخليه في المغرب واللي عطى هذا التضخم ديال الانتاج ديال الدول الاخرى اللي ما كانش كتوصل الى السوق الاوروبيه. وهذا يظهر ايضا حتى من حيث المداخيل، فكانت 1,800,000 ريال برتغالي قبل 93. 1600 كنلقاوها 5,250,000، 4 مرات المداخيل ديال هاد الصادرات البرتغاليه البرازيليه الى البرتغال. هذا النموذج اللي كيبين ان الفراغ اللي وقع المغرب هو اللي سمح للمنافسه انها تقدر، لحقاش عامل القرب هو عامل اساسي، عامل الجوده وعامل العوامل الاخرى. فهذا قلت ان هناك بعض التفاصيل اللي جميل في الكتاب هو انه ما كيحسمش فيها، كيعطيك الفكره وما كيبغيش يدخل فيها. وخاصه كاين امثله كثيره بحال مثلا السودان. هل ذهب المغرب الى السودان لاجل العامله لان السكر نقص او غيرها؟ هذه دولة لا يجب التسرع فيها، ولكن يمكن انها تطرح. في نسبه للتقييم العام للكتاب، اولا هذا مجهود كبير جدا، يجب ان نقر ان العمل فيه مجهود وفيه نفس الاستاذ روزنبرغي ان العمل الاصلي هو الاستاذ تطلب الرجوع الى كم كبير من المراجع. انا حسبت 226 عنوان، كاين عناوين ضخمه غير دراسه، الكثير منها ضخم ويحتاج وقتا
إلى غير التصفح. بموازاة هذا كان هناك تتبع واستقصاء وجهد لجمع المادة وتقديمها ميسرة للقارئ بلغة سلسة مباشرة وتدرج تاريخي وموضوعي يساعد على القراءة. هذا الكتاب يستحق الاقتناء والقراءة لأنه يتضمن ما جمع في كتب أخرى، وهو كتاب استقصائي تتبع فيه المؤلفان بصبر وأنات ما جاء في العناوين التي ذكرناها، وخص السكان بدراسة مفصلة ومنفصلة عن المواد الأخرى. بهذا التركيز أعطى للموضوع حقه وتميز عن الأبحاث الأخرى التي تناولته ضمن إطار اقتصادي أو سياسي عام، وبذلك سد بعض الفراغ تقول الموجود حاليا في المغرب في الدراسات التاريخية الاقتصادية اللي هي أصلا ضعيفة وقليلة. وطبعا فإن ترجمته إلى العربية ستقدم خدمة إضافية للباحثين المغاربة، مدام الأستاذ المشارد تعهد بذلك فالنتيجة إن شاء الله ستكون إيجابية. هذه أيضا فرصة لأؤكد على ما قررته في مقالات ومناسبات سابقة، وهي أن المادة المصدرية تظل دائما مع كل هذا شحيحة، ولا تمكن الباحثين من تملك جوانب الموضوع، خاصة حين يقتصر الأمر على تخصص داخل التخصص، يعني سلعة واحدة ضمن سلع أخرى ضمن قطاع تجارة ضمن اقتصاد. فكما هو معلوم فإن الدراسات الاقتصادية تكون أجدى عند الاقتصار على مرحلة زمنية محددة وعلى قطاع بعينه. وعنوان الكتاب يوحي بأن الفترة طويلة من 11 سنة، ولكنه في الواقع يركز على القرن السادس عشر وهو هذا العام. هناك ملاحظة أخيرة وهامة وقد سبق لي أن تحدثت بصدرها مع الأستاذ الزندرجي، وهي هذه القطيعة التي حدثت من الأبحاث التاريخية في المغرب وفرنسا، والتي بدأت بالتدريج بعد تعليم شعبة التاريخ. فتراجع اهتمام فرنسا بتاريخ المغرب الحديث عن الخصوص، تاريخ الحديث عن الخصوص. لماذا أعود إلى هذه النقطة؟ أولا لأن هذه الأطروحة نوقشت سنة 1996، ولكنني كمهتم بالموضوع لم يكن لي علم بها، وهذا حال العديد من الأبحاث المركونة التي تنتظر النشر ولا يصل صداها إلى المغرب. طبعا بالعكس صحيح. في المقابل حين أنظر إلى بيبليوغرافي الكتاب لا أجد الكثير من الأعمال التي سبقت إلى التطرق إلى جوانب من هذا الموضوع. كاين لائحة بيبليوغرافية، ولكن أنا أعرف الأستاذ الرزبي لا يتقن العربية، وكل الأعمال اللي كتكون مشتركة كتمكنوا باش يكون عنده واحد الإطلاع على المصادر العربية. ولذلك أتوجه الأستاذ اليماني في هذا المجال عندما سعى في تحيين اليماني في سعيها إلى تحيين هذه الأطروحة أنها ترجع لبعض الأعمال التي وجدت حتى قبلها. مثلا أعطي مثال الأستاذ عبد الرحيم بن حدا عنده بحث ديال الستينات على الأحوال الاقتصادية والاجتماعية في القرن 16 تطرق إلى هذا الموضوع. كان كنت أقرأ من بعد بحال الفقيه الإدريسي محمد جادور كان من بعد وكاين مقالات كثيرة حيت أغلب ما كتب دائما كيكون اختلاف. مثلا الأستاذ الزيد الأستاذ بوشاد يتكلموا على الأوضاع كيتم على الأوضاع الاقتصادية على السكر، كاين الحضور الموضوع الاقتصادي كاين، لكن أنا لا أتكلم هنا كنقيب للموضوع، ولكن اللي أثير أننا عندنا تفصيلات يجب أن نفكر هذه القطيعة اللي كاينة، لأن أقل إيمان وأقل رحمة أن نكون على اطلاع هنا أو هنا بما يصدر من الجهتين لفائدة حتى لا تتكرر بعض المواضيع. قلت أنا حاب نعطيكم فكرة ملخصة عن الكتاب بسرعة، لأن نسمي الكتاب مانيش العربية، ولكن غادي نعمل باش نعطي واحد الملخص الفرنسي أو إن شاء الله. ليس علي في الأخير إلا أن أشدد الشكر للمؤلفين على هذا الكتاب القيم الذي سد فراغا في الخزانة المغربية، وأشكر مؤسسة أرشيف المغرب التي تولت نشره لتقريبه من الباحثين المغاربة، وأشكر المنظمين الذين مكنوني من هذه الفرصة لأحيي
هي محركات من سنة الرواد الكبار بناء الدولة التاريخ المغربي خدمات جليلة للإنسان. والسلام عليكم ورحمة الله. Alors maintenant, nous avons écouté de présentations, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec cette finalité d'entendre les devoirs de deux spécialistes, mais dans deux langues. Et si notre ami Bernard va répondre à ce qu'a dit, malheureusement, mais il y a Suad qui pourrait, je vous donnerai la parole. Il y a Suad ici normalement qui pourrait répondre à certaines interventions. Et j'aimerais aussi, avant cela, donc il y aura cette réaction qui a chaud, après on donnera la parole à la salle, à l'assistance. Mais j'aimerais saluer cette initiative cette promesse, cette initiative de Sermet de traduire en arabe, en 6 mois en plus. Je serai au rendez-vous pour l'édition. C'est un signe de reconnaissance, Inch'Allah, pour Bernard. Et nous allons continuer dans cette même lancée et Archives du Maroc s'occupera de l'édition du livre. Avec plaisir. Bernard, vas-y, tu as la parole. Merci. Je voudrais apporter quelques informations qui paraissent nécessaires sur la naissance de ce livre. Bon, tu as dit comment il appelle, mais moi je voudrais parler de la naissance du manuscrit et de. Voilà. Donc, effectivement, Souad a fait une thèse que lui a suggéré Jean de Lis sur le sucre, parce qu'il avait été assez peu satisfait finalement d'un travail qu'il avait demandé à un étudiant, je ne sais plus de quel pays africain, togolais je crois, Essomba, qui brassait large sur le sucre. Bon, le thème c'était sucre méditerranéen et sucre atlantique, donc c'était très large. Et il a demandé à Souad, il a suggéré à Souad de travailler sur l'exemple, sur le cas marocain. Bien. Alors il se trouve que à ce moment-là, je devais déjà aller à Paris 8, et je l'ai su, bien entendu. Elle m'intéressait parce que venant du Maroc, et je lui ai suggéré, je lui ai apporté un certain nombre d'éléments d'information. Ça me paraissait tout à fait net. D'autant que le sujet m'intéressait beaucoup. Je rappelle que j'ai fait connaissance de Paul Berthier en 1964, quand j'étais ici au CURS, et donc j'étais bien au courant. D'autre part, habitant Marrakech et allant prendre le frais à Essaouira, je passais nécessairement à Chichaoua et je voyais ces espèces de murailles qui, au début, pour moi, paraissaient complètement incompréhensibles. Donc le sucre m'a intéressé. J'ai fait tout de suite un compte-rendu qui est apparu dans la revue de géographie du Maroc sur le travail de Berthier, en disant bien qu'il fallait le continuer. Mes souhaits ont été... Alors, il y a quelque chose qui est à l'arrière-plan, qu'on n'a pas, on ne peut pas tout dire. Il y a quelque chose qui est à l'arrière-plan, je me suis aperçu par la suite de l'importance de la chose. C'est l'aspiration, la prétention califale de ces gens-là, de ces sages. Les deux. Ah, tout, oui, tous, dès le début. Dès le début, il faut quand même voir. On regarde bien, nous n'avons pas assez regardé sans doute la numismatique, les monnaies. C'est très important. C'est sur les monnaies qu'on proclame des prétentions. Or, Mohamed Chir, déjà, frappe des monnaies où il se présente plus ou moins comme un Amir Moumni. Hein? Je ne voudrais pas dire de bêtises, il faudrait vérifier. Puis ça continue. Il y en a un qui se calme un peu, et c'est une période où il n'y a pas trop. Alors, ça engendre, ça procède de la montée en puissance de l'Empire ottoman. Il y a une chose qui m'a toujours éberlué, c'est le début de Ifrani. Pourquoi il parle de l'Égypte? Qu'est-ce que ça vient faire là?
Et bien, j'ai fini par comprendre. La conquête de l'Égypte, ça coïncide exactement avec le surgissement des Saadiens dans le sud. C'est plus qu'une coïncidence. Hein. Bon, et en effet, eux, ils sont pour la Chine. Et ce Turc là-bas, il ne va tout de même pas se présenter. Amir al-Hawata, Voilà. c'était des pêcheurs. Oui, voilà. Donc, il y a cette rivalité à l'arrière-plan. Cette rivalité qui les pousse à trouver des moyens de leur puissance. Hein. Ça me paraît absolument certain. Oui. Donc, le summum, c'est Ahmed de Mansour. Il avait des prétentions. Et bon, il a construit le Mali, bon, il a équipé son armée avec des uniformes à la manière turque, avec des armes à feu. Et quand il a décidé de conquérir le Soudan, il a réuni son conseil, son majlis. Ils ont dit oh non, attention, ce sont nos frères, ce sont des musulmans. Il a dit on les vaincra facilement parce qu'ils n'ont pas d'armes à feu, nous on en a. Et effectivement, ça a été une bouchée. Bon, il n'a pas fait la conquête du Soudan du tout pour avoir de la main-d'œuvre noire comme certains ont pu le croire. Il n'en avait pas besoin. Absolument pas besoin. Et d'ailleurs, là, j'ai eu la chance de prendre connaissance un peu par hasard, parce que j'avais un collègue à Mohamed V, un immigré polonais, qui m'a fait connaître les travaux d'un historien de son pays, Andrzej Dubinski, qui avait effectivement fait un travail sur le début des Saadiens, et excellent. J'ai fait par la suite connaissance avec ce monsieur, charmant d'ailleurs, mais il avait bien vu la question. Hein, il avait bien vu, en effet, le début de la culture de la canne, les prétentions de cette dynastie. Bon, alors, il y a un autre point. Sur les techniques, on a eu un peu de mal là, nous, parce que, je dis nous, parce que finalement, c'est vrai que c'est un travail. J'insiste sur le fait que dès l'origine, même, on a travaillé ensemble. Déjà au moment de la thèse de Souad, j'ai apporté ce que j'ai pu. Et je dois dire que je n'aurais jamais pu faire le livre que j'ai fait sur le Maroc au XVIe sans son travail. Et il m'a beaucoup inspiré, il m'a beaucoup aidé. Je lui dois beaucoup. Et donc, voilà, les techniques, c'est pas commode. Hein. C'est ardu. Et Berthier a avancé des hypothèses qu'on a essayé de critiquer, de corriger. C'est le problème du broyage de la canne. Au Moyen-Âge, on coupe la canne en petits morceaux, on met ça dans un... On fait un peu comme on fait pour les olives. Les olives. Hein? Exactement. Ah bon. Non, on sait que ça a existé. On a trouvé des pierres dans des meules, hein, dans les fouilles. Berthier a trouvé des meules. Donc, on sait que dans le fond, on a utilisé cette technique. Puis on est passé à une technique beaucoup plus évoluée. D'où vient-elle? Évidemment des îles atlantiques, que ce soit les Canaries, Madère, mais surtout Madère. Alors c'est des rouleaux, c'est des cylindres entre lesquels on passe la canne. Alors 2 rouleaux ou 3 rouleaux, hein, on ne sait pas bien, verticaux ou horizontaux. Il ne semble pas qu'ils aient été verticaux. Au Brésil, ils vont devenir verticaux. C'est beaucoup plus facile pour le travail. Mais il semble qu'au Maroc, d'après les restes qu'on a trouvés en place, c'est des cylindres horizontaux. Ça serait plutôt 2 que 3. Alors, s'il y en a 3, ça veut dire que celui qui est détourné en arrière récupère la canne, il la repasse tout de suite. Gain de temps et de main-d'œuvre. Mais ça ne semble pas avoir été le cas. Là, une preuve, alors, donc la canne est là, est beaucoup mieux pressée. Ce qui va contre cette idée de 3 rouleaux, d'abord, c'est que les structures ne sont pas assez solides, les bases, et puis aussi qu'on a trouvé, ce que Berthier n'a pas identifié, il a imaginé une liaison, je veux dire, je ne sais pas, mécanique qui paraît impossible. En fait, ce sont des pressoirs. Les petites structures qu'il a trouvées à côté sont des pressoirs. C'est-à-dire qu'il faut achever le pressage après un premier passage qui est insuffisant, ou un second passage, parce qu'on peut rattraper. Il faut encore, comme on fait pour les olives, hein, c'est le même, c'est des scourtins, bon. Donc, ces questions de technique, elle n'est pas encore tout à fait résolue. Bon, on s'y a beaucoup intéressé, et il faudra encore peut-être poursuivre. Je ne sais pas si
des fouilles nouvelles n'apporteraient pas des choses. Moi, ce que j'ai pu voir sur des travaux archéologiques dans le Sousse, ça m'a apporté des petits éléments, mais j'ai trouvé surtout déplorable la connaissance du contexte historique. Il y a des bourdes monumentales. Bon, je dénonce personne. Hein. Bon. Et alors, enfin, une remarque. Ce sucre marocain n'a jamais été d'une très haute qualité. Mais on peut dire que c'est d'une certaine manière un avantage. Parce que, justement, il est moins cher. Il intéresse beaucoup les marchands anglais qui font le raffinage chez eux. Raffine en Angleterre. Voilà. Bon. Et alors, c'est un défaut, effectivement, mais on peut pas, c'est un peu, il faut pouvoir balancer. Voilà, en somme, ce que j'aurais voulu ajouter, il y a peut-être encore beaucoup d'autres choses, mais il ne faut pas exagérer. Il y aura la discussion après. Les temps sont mesurés. Posez des questions. Ouais, d'abord, avez-vous quelque chose à ajouter? Je voulais seulement parler au XVIe siècle, concernant le XVIe siècle, sur les modalités de la production de la canne à sucre. Les techniques ne différaient pas à celles qui étaient dans les archipels de Madère. En revanche, la production, elle était gouvernementale. L'État fournissait la main-d'œuvre, elle fournissait aussi, il fournait aussi l'eau et excusez-moi, la main-d'œuvre. En plus, la main-d'œuvre, elle n'était pas, on n'a pas trouvé une main-d'œuvre d'origine musulmane. Elle a fermé les sucreries à des juifs d'origine marocaine. Pourquoi ce choix? Parce qu'ils n'avaient pas une assise sociale. Ces juifs-là, on a assisté à certains, il n'avait pas une assise sociale pour les protéger, pour qu'ils soient protégés. C'est digne. C'est des dhimmis, ce qui n'était pas le cas. Et en même temps, on trouve, même s'il y avait des caravanes de commerçants musulmans vers le sud, on n'a pas trouvé vraiment du commerce vers le sud, vers le village Soudan. On n'a pas trouvé. Et je voulais aussi parler, on a parlé sur les débuts de la production de la canne à sucre au Maroc et son arrivée au Maroc. Comment elle est arrivée, cette production? Voilà, on se pose la question, on ne sait pas. Gutmann, il la situe au XIe siècle. Il se réfère à Abu Hanif al-Kinawari, cité par Ibn Khaytar. Après, il vient Ibn Hawqal au XIe siècle. Il parle, mais il parle de la présence de la canne à sucre dans le sud, mais il ne la situe pas exactement. Après, on voit Idrissi, il parle de la présence de la canne à sucre dans la région d'Igli, dans la région d'Igli, mais on arrive dans beaucoup plus de précision. On dit, si on ne produit pas autant une grande quantité de canne à sucre, c'est le sucre. C'est le sucre. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ça peut revenir dans nos discussions. Voilà. Des choses à compléter. Voilà. Si je peux me mettre sur ce miel, c'est très intéressant. C'est très parce que ça rejoint ce que les remarques que faisait Bouchard. Ça prouve l'abondance du miel, se repose sur l'abondance d'une végétation qui a disparu complètement. Moi, il m'est arrivé de visiter des agazirs du Sud, en particulier il y en a un énorme, sur le toit duquel on voit qu'il y avait un aménagement pour mettre des ruches.
Et depuis belle lurette, il n'y a plus de miel dans le sud. Bien entendu, parce qu'il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien. Donc là encore, ça rejoint le problème climatique, le problème des... Dans les images d'Arzila, il y a plusieurs allusions à les captures de Marocains qui étaient en train de cueillir le les Portugais. Mais en grande quantité. Hein. Oui, les Portugais aussi vont crechta, Voilà, cueillir du miel sauvage. C'est incroyable. Très bien. Mais il y a une information qui dit qu'il y avait un Marocain qui était à Gênes et vendait son sucre en 1222. C'est une des rares mentions. C'est une des rares mentions, vraiment à l'époque, avant le XVIe siècle. Très bien, alors c'est à vous maintenant. Sidi Mohamed Nazari. Je voudrais simplement signaler quelque chose qui pourrait éventuellement intéresser à la fois les auteurs mais aussi le traducteur. C'est qu'en 1983, il y a eu une très forte sécheresse. Et Hassan II voulait savoir si dans les 20 ans qui vont venir, comment ça va se présenter. Elle a fait appeler à Stockton. Ouais. Stockton, il y avait quelqu'un, c'était un universitaire, qui a fait un travail absolument remarquable. Il a, grâce à la dendrochronologie, Ça c'est très important. il a fait toute une figure de 1000 ans, des variations climatiques de 1000 ans, avec une ligne médiane. Et quand la courbe monte, c'est-à-dire que c'est l'épaisseur. Oui, en fait, les cernes, c'est l'épaisseur des cernes. Quand la courbe monte, c'est que, effectivement, c'est une très très bonne année. Parce que la cerne a grossi. Et alors, ce qui est remarquable, c'est que pendant le XVe siècle, il y a eu 2 sécheresses. 1451 et 1450. Et je me demandais, moi, à chaque fois, la question que je me posais, comment pouvait être le Maroc à ce moment-là sur le plan végétal? Et là, je pense que vous apportez effectivement des éléments qui sont extrêmement importants. Alors, c'est un ruban, hein, c'est un ruban. Je vais t'en donner un pour les archives, mais je vais donner le XVIe siècle pour Sibouchel, pour qu'il l'intègre dans la traduction qui va Je reviens à ce problème de sécheresse. J'ai intitulé un paragraphe هل القرن قرن قليل سنوات الجد. Parce que moi j'ai été frappé par la rareté des années de sécheresse pendant le XVe siècle. Et il y a eu des années de mort, il y a eu des ulama qui sont morts à cause de famine, mais pas à cause de la sécheresse, parce qu'il y avait la guerre, Hurb Saïd. Dans le triangle, Salé, Fès, Sibta. Mais au-delà, il y avait dans la plupart des cas, il y avait des années normales. Il y avait bien sûr l'insécurité, mais les années de sécheresse, il y en avait. Du moins, dans les chroniques portugaises qui couvrent toutes 70 ans. Il n'y avait aucune année de sécheresse. Elles ont commencé au début du XVIe siècle. Ah oui, 1521, mais ça c'est un autre problème, Bernard. Parce qu'il y avait à la fois la sécheresse, mais aussi les guerres périodiques. Parce que ça a complètement bouleversé. La région qui a le plus souffert de ça, c'est la région la plus riche du Maroc, c'est les Doukala. Les gens se vendaient gratuitement, se donnaient aux acquéreurs. Oui, il y a des textes terribles. Je voulais faire allusion à un élément que j'ai effleuré, pas c'est ce
qu'on appelle le petit âge glaciaire. Ouais. Parce que justement, il y a une coïncidence. Le petit âge Glaciaire. Ah, glaciaire. Ah oui, le 15e, oui. À partir du 16e, le 17e, etc. Et donc il y a une 16e. coïncidence. J'ai vu la première allusion dans une note, dans un article de Lomberg sur la bataille de Croix-Rouge. Mais dernièrement, avec la question de l'écologie, de l'histoire de la nature, on en parle beaucoup. C'est-à-dire dans les histoires de... Justement, on en parle. C'est-à-dire que c'est évident. Et le Maroc, ça se trouve dans la zone du petit âge glaciaire. Donc c'est un élément qui peut éclairer. Alors j'ajouterais juste une chose, c'est que les géomorphologues, évidemment, suivaient ces variations en fonction des glaciations. Et ils appelaient justement ces siècles qui sont des siècles qui ont connu un refroidissement extrêmement important, des fluviaux. Fluvial. Alors, il est glaciaire au nord et fluvial au sud. Et puis les géomorphologues ont discuté un peu de savoir si la correspondance ou pas. Il y a autre chose de ce point de vue, le travail des géomorphologues. J'en ai, par hasard, je suis tombé sur une thèse soutenue à Nancy sur la granulométrie de l'eau de source. Et alors, ce qui est frappant, il montre bien en effet l'effet destructeur sur les sols de la plantation de canne à sucre. Ça coïncide très bien, la granulométrie augmente. Il y a érosion, à cause de l'irrigation. L'irrigation lessive les sols, etc. Ouais, c'est une économie destructrice. Ça aussi, je crois que c'est un point sur lequel il faut insister. Il y a aussi le nomadisme, le surpâturage. Oui, il est aussi responsable. Oui, merci pour votre intervention. Effectivement, ce livre il est très, très bien, que je vais lire, bien sûr, je vais le lire. Et je voudrais juste insister, si vous avez déjà parlé de la génie mathématique, ou si on reprend l'expression de Charlemagne, la science arabe, parce que pour ramener de l'eau sur 20 km, il faut étudier les pentes. Exactement. Voilà. Donc ça suppose c'est de la science. Ça suppose des connaissances remarquables. Voilà. Donc ça, c'est un patrimoine technologique, parce que je suis intéressé par le patrimoine technologique. Je dirige le musée de l'art télécom, c'est la technologie, et en même temps, on travaille dans le comité international des musées de sciences et de technologie pour la conservation de tout ce qui est héritage industriel. Donc ça, c'est un héritage industriel. Au Maroc, malheureusement, on ne donne pas beaucoup d'importance à l'héritage industriel. Si vous visitez le port de Casablanca, il y a plein d'héritages industriels. Mais au Maroc, on n'est pas arrivé encore à prendre conscience. Voilà, le patrimoine industriel qui peut être un patrimoine commun, c'est vrai, mais c'est un patrimoine culturel marocain. Et à la fois, si vous permettez, j'ai une recommandation à faire à propos des vestiges archéologiques qu'on a ou de sources à propos de ces sucreries pour les classer sur la liste du patrimoine national. Donc, on a classé uniquement les sucreries de Chichawa en mars dernier. Seulement. Et il faut aussi penser à mettre des centres d'interprétation du patrimoine à côté des grands sites. Voilà, c'est parce qu'un centre d'interprétation du patrimoine, ça ne nécessite pas beaucoup d'équipement, c'est pas comme un musée. Il faut juste un circuit, des panneaux explicatifs, parfois des modèles de machines de brouillage, etc. Donc, c'est à ce titre que je remets cette recommandation à M. Écoutez, ça dépend du ministère de la Culture. Oui, il y a aussi COSUMAR. C'est aussi COSUMAR. Parce que je dis le nom parce que c'est la seule société historique unique au Maroc qui peut aider à... Mais en tout cas, votre recommandation, je la transmettrai très officiellement au ministre de la Culture. C'est-à-dire, ce ne sera pas de... Vous avez la tradition orale, mais je partirai de cette présentation du livre en disant qu'il y a une recommandation
cela d'un complément d'information, je m'en capable à vous contacter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça sert à ça aussi, des rencontres comme celle-ci. Quelqu'un d'autre voudrait intervenir? C'est une question qui me préoccupe toujours sur les causes profondes du non-développement économique du Maroc. Alors, personnellement, moi, je ne suis pas historien, mais... C'est pas l'apanage des historiens. C'est pas l'apanage des historiens. Alors, la question que je me pose est de savoir si la maîtrise par le Makhzen du commerce de façon générale n'a pas été un élément fondamental dans la non-émergence d'entrepreneurs autonomes par rapport au Makhzen. Et je crois que ce qu'il a dit confirme parfaitement cela, puisqu'il y avait une activité qui apportait un certain nombre, comment puis-je dire, de possibilités à la fois financières, mais aussi diplomatiques. Eh bien, voilà l'intervention du Makhzen parvient à faire échouer tout ça. Alors, je vous en prie. Excusez-moi. Il y avait une intervention au haut niveau quand il s'agit des communications concernant le sucre, autant Ahmed Mansour et Elisabeth Ier. Donc, ce n'était pas les commerçants qui discutaient, qui débattaient, mais c'était plutôt au haut niveau. Donc, c'était l'État qui dominait. Il y avait une interdépendance entre le sucre et l'État, le Makhzen. Le Makhzen dépendait du sucre et le sucre dépendait du Makhzen. Donc, le Makhzen a prévu les grands commerçants du commerce, des grands commerces. L'armée, le sucre, le tissu des soldats, et les dépenses, dans des dépenses, on dit inutiles. Économiquement, comme une badie, comme ça c'est une concurrence inégale entre les commerçants et les Makhzen. Les interventions perturbatrices du Makhzen, ça a bien été vu, ça Charles l'a bien montré. Il y a des contrats qui sont. On aurait pu penser que le Makhzen ayant construit les bases de cette activité et confier la gestion à des détenteurs de capitaux, à les appelons peut-être pas nécessairement capitalistes. Il se trouve que ce sont des juifs en effet, c'est comme ça. On constate que les fermiers des sucreries, les sources anglaises disent à chaque fois on a affaire à des juifs. Bon. Et puis Ahmed El Mansour dit il faut dire à mes juifs de faire comme ci et comme ça. Donc il intervient il casse le mécanisme. Et c'est le début des difficultés, bien entendu. Et pourquoi? Parce qu'il a besoin de sous. Il a besoin de beaucoup d'argent. Pourquoi? Eh bien, il y a une chose qui n'est pas très connue, et que moi j'ai découvert par la suite. C'est l'affaire de la Jemal Fna. Qu'est-ce que ça vient faire? Oui, eh bien, la Jemal Fna porte ce nom parce qu'elle porte le souvenir d'une grande mosquée qui devait être la plus grande mosquée du monde musulman, qui n'a pas pu être construite. Voilà. Et donc, c'est la mosquée de la désolation, de la ruine. Et ça symbolise l'échec. Ça symbolise l'échec d'Ahmed El Mansour. Donc, il a voulu, voilà. Alors, il a construit une badie, ça, on le sait. Mais en plus du badie, ça ne lui suffisait pas. Il fallait, et ça, on le sait partout. On le sait par un témoignage c'est une source extraordinaire, la source de Saldagne, Antonio de Saldagne, qui a été prisonnier sur parole, on peut dire, c'était un noble portugais, c'était le fils du vice-roi des Indes, qui a été capturé. Alors lui, il est à la cour comme un poisson dans l'eau, il est là. Une grande partie de l'entourage d'Ahmed El Mansour
sont des zoologes, des convertis, enfin, disons qu'ils sont convertis, quoi. Bon. Ils font carrière dans l'armée d'Armée-Lançon. Il parle avec eux. Il est très bien renseigné. Par exemple, c'est lui qui signale la première révolte contre les sucreries en 1583, hein, déjà. Elle est dirigée par qui? Par des saints. Ouais, par des saints qui se font décapiter, couper en morceaux, et il y a une répression féroce. Donc, on voit bien les problèmes, on les voit. On voit que c'est pas accepté par les gens. D'ailleurs, ils se révoltent parce qu'on leur a pris leur eau et ils n'ont plus de quoi manger, alors ils n'en peuvent plus, ils se fâchent, ils cassent les sucreries. Voilà. Donc, c'est vraiment. On voit bien, grâce à la documentation qu'on a pu rassembler, on voit bien la crise du sucre, on voit bien les difficultés du sucre, et la volonté acharnée de ces souverains, quand même, de trouver là-dedans une ressource pour leur politique. Et en effet, quand ça n'a plus suffisamment rapporté, ils ont fait la conquête du souverain. Et pas du tout pour avoir une main-d'œuvre d'esclaves. Il n'y a pas de main-d'œuvre d'esclaves. Berthier s'est trompé. Berthier a trouvé, il voyait les habits. Ça ne prouve pas du tout que c'était des esclaves. D'ailleurs, il s'est trompé sur la chronologie. Hein? Il y a en effet à Chichawa un tsar ou un sourd à la ville. Or, il se trouve que cette construction, il y a eu des études du site par photographie aérienne. Et la démonstration a été faite que ce sourd à la ville est bien postérieur. Et que ce sont les habits, c'est-à-dire l'armée d'Ismaïl. Ça n'a rien à voir avec les esclaves supposés de la culture. Bref. Je peux rajouter quelque chose concernant les Abides. Le Maroc n'a pas eu besoin de Abides parce que c'était une région, surtout le sud, c'était une région assez peuplée. Donc, c'est pas comme les archipels qui avaient besoin de Abides pour la production. Le Maroc avait une main-d'œuvre qui a été détournée, qui a été spoliée. Il y a certaines tribus qui ont été spoliées, comme Oulad el-Hellouf ou la Kehia, dont on parle. Et donc, ils n'avaient pas besoin d'Abides, comme ça a été dit par Berthier. Voilà, et elles sont pas dirigées par Merci. S'il n'y a pas d'autres questions ici, c'est non, juste pour une suite à l'intervention. Le mercantilisme, il a bien réussi ailleurs. Est-ce qu'il a réussi ailleurs parce qu'il y avait un tissu de commerçants qui existait, qui a favorisé, qui a rendu la tâche plus facile pour l'État, et qu'au Maroc, justement, il n'y avait pas ce tissu? Si l'échec de l'intervention de l'État n'est pas dû justement à ce manque de tissu? Oui. Non, c'est pas unique. Je crois que c'est une question d'institution. Au Maroc, il n'y avait pas d'institution. Au Portugal, il y avait le Cortés qui décidait tout. Est-ce qu'on attaque Tanger ou non? Mais il y a eu une réunion du Cortés et il y a des interventions qui sont imprévues dans l'électronique. Mais vous voyez des gens vraiment instruits qui sont en train de discuter est-ce qu'il faut profiter de la table ou non. Et même si le roi était pour, il disait non. Il votait pas les traités. Il fallait demander. Ouais. Il y a le on consentement avait coupé le budget pour Alfonso V, Alfonso V, pour quelques ans, vous gaspillez l'argent, voilà. Et on a coupé le budget. C'est ça au XVe siècle. Il y a le consentement de l'impôt. Il faut qu'ils réunissent les cortés, c'est-à-dire des représentants des villes de la noblesse de l'Église. Hein? C'est le début d'un parlementarisme, si on peut dire, à l'ébauche. Et les gens disent, ah ben non, on ne va pas dépenser l'argent à des aventures militaires, il n'en est pas question. Et donc, ça ne peut pas se faire. Ou au contraire, quand ils disent oui, ben... Mais il y avait aussi les tribunaux, hein, la justice.
On ne pouvait pas arrêter quelqu'un sans justice. On prenait les vice-rois d'Inde enchaînés, mais on les emmenait à Lisbonne pour qu'ils soient jugés. Et le procureur du roi, le procureur, avançait les raisons de l'arrestation et il pouvait être arrêté ou libéré. Il y avait des institutions, c'est pas... Si Mohamed Nasser voudrait ajouter. Simplement pour compléter l'interrogation. En 1856, le traité maroco-britannique a permis, c'est vraiment l'amorce, a permis à certains entrepreneurs d'être indépendants du Makhzen. Et c'est ainsi que, par exemple, la place de Manchester a été lancée, mais le problème qui se posait à la fin du XIXe siècle, c'est que le vent avait tourné et qu'il y avait les grandes puissances qui étaient à la porte et qui voulaient dominer le Maroc. Par conséquent, cette petite élite indépendante du Makhzen, d'entrepreneurs, commerçants, certes, mais quand même, ça ne commence pas comme ça. Eh bien, elle avait démarré, mais après, rien ne s'est passé. Mais il finissait misérablement en prison. Il finissait parce qu'il n'exécutait pas les contrats. Donc il perdait l'argent et la liberté en même temps. Alors, s'il n'y a plus d'intervention, on va finir cette semaine. Après-midi, pluvieuse. C'est bien. Oui, c'est bon. Bon, porte-bonheur, en remerciant les deux auteurs et en remerciant nos deux discutants et sans oublier l'assistance qui a sacrifié un match pour venir nous écouter. Merci.